Les dernières semaines de mai 2025, la communauté virtuelle a explosé d'indignation. Lorsque l'on a annoncé qu'Annabelle, la poupée prétendument possédée qui aurait inspiré les films portant son nom, allait être déplacée de son emplacement. La raison? Être la vedette d'une petite tournée dans plusieurs villes sous prétexte d'être exposée aux curieux. Selon les internautes les plus critiques, tout cela se faisait dans le but frivole de continuer à promouvoir les films. Une action qui en plus était menée sans prendre en compte la possible dangerosité de l'objet en question. Les débats enflammés n'ont pas tardé à éclater. On est même allé jusqu'à dire qu'Annabelle avait profité de tout ce tumulte pour s'échapper. Des vidéos ont circulé racontant comment la poupée avait disparu à la suite d'une inattention de ses gardiens et l'affaire est devenue virale. Cela a provoqué quelques heures de panique. Et si ce qu'on disait sur elle était vrai? Et si l'ambition humaine avait abouti à la libération d'une terrible présence capable de semer le chaos autour d'elle? Tout s'est calmé lorsqu'on a appris qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Quoi qu'il en soit, cette affaire a permis de rouvrir de vieilles questions. Quelle part de vérité y avait-il dans l'histoire d'Annabelle? Les réponses possibles ne se sont pas fait attendre, mais ne brûlons pas les étapes. Si aujourd'hui Annabelle est dans une boîte de verre, c'est grâce à ceux qui l'y ont placée, ceux qui se sont chargés de la rendre célèbre il y a plus de 50 ans. Et c'est d'eux dont nous devons parler. Comment ont été les premiers pas de ces enquêteurs si particuliers? Comment ont-ils réussi à atteindre leur niveau de renommée? Pourquoi ont-ils eu autant de détracteurs? Quelles preuves d'escroquerie y a-t-il eu dans leurs affaires? Ont-ils vraiment combattu le mal, ou s'agissait-il simplement de personnes ayant une grande capacité à tromper les autres? De quoi les a accusés une jeune fille qui avait l'habitude de les fréquenter? Quel héritage ont laissé leurs dossiers? Qu'y a-t-il aujourd'hui dans le musée qu'ils ont créé avec tout ce qu'ils ont collecté au fil de leurs années à affronter des démons? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans ce spécial consacré aux Warren. Bienvenue dans l'un de ces nouveaux épisodes spéciaux que nous réalisons de temps en temps sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu les précédents, regardez-les. Nous en avons fait un sur l'affaire d'Amityville qui est étroitement liée à celle des Warren. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai le lien à la fin pour que vous puissiez le regarder. Et nous en avons aussi un sur l'affaire de Columbine, qui est également très complet et dure environ 1 heure. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Et nous en avons aussi d'autres sur des sujets décryptés, sur le Bigfoot et d'autres encore, donc je vais vous laisser le lien à la fin. Si ce type de format vidéo long vous intéresse ou vous plaît, je vous invite à écrire dans les commentaires le mot spécial, parce que ceci est un spécial sur les Warren. Et si nous avons plus de 2000 personnes qui commandent en spécial, nous en ferons un autre. Je vous invite également à suggérer des thèmes que vous aimeriez que nous abordions lors d'une émission spéciale d'1 heure. Et j'aimerais aussi voir vos commentaires sur les Warren. Que pensez-vous des Warren? Étaient-ils réels? Sont-ils une fraude? Qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Mais pas maintenant, pas maintenant. Regardez d'abord toute la vidéo, puis tirez vos propres conclusions. C'est maintenant le moment de se détendre, d'éteindre les lumières et de commencer ce spécial sur les Warren. Une rencontre qui allait tout changer. Lorsque Conjuring est sorti dans les salles de cinéma en 2014, le genre de l'horreur a connu une grande résurgence. Cela marquait également le début d'une des sagas les plus lucratives de ces dernières années. Une saga qui n'allait pas manquer de malédictions, de possessions et de frayeurs en tout genre. Mais Conjuring ne montrerait pas seulement combien les histoires de fantômes peuvent rapporter, il mettrait aussi l'accent sur 2 personnes très particulières et d'une importance capitale dans l'univers du paranormal. 2 personnes qui avaient déjà conquis la culture populaire il y a quelques années, mais qui, grâce aux films de cette saga, allaient retrouver toute leur actualité. Sans eux, certains imaginaires que nous avons aujourd'hui complètement intégrés n'auraient jamais vu le jour. Et il est même probable que sans leur influence, ce que nous savons ou croyons savoir sur les exorcismes et les maisons hantées, par exemple, ne serait pas la même chose. Selon toi, ce n'est pas exagéré. La première chose que nous devons savoir, c'est que la plupart des cas connus des Warren avant qu'ils ne deviennent des figures publiques, nous les connaissons par la bouche des Warren eux-mêmes. Et l'histoire qu'ils se sont chargés d'immortaliser commence avec une petite fille née à Bridgeport, dans le Connecticut, le 31 janvier 1927.
Issue d'une famille très croyante, cette fille, baptisée Lorraine Rita Moran, fit ses premières années d'études dans une école catholique pour filles. C'est dans cet endroit que, à seulement 7 ans, Lorraine découvrit qu'elle n'était pas comme les autres filles de sa classe. Un matin comme les autres, elle s'était approchée d'une des religieuses qui parcouraient toujours l'établissement et lui avait dit qu'elle était éblouie par les lumières qui sortaient de son corps. La religieuse la regarda en fronçant les sourcils sans vraiment comprendre ce que l'autre lui disait. Lorraine sourit et lui répéta que la puissante lueur qu'elle dégageait lui semblait presque hypnotique. Lorsque son interlocutrice resta sérieuse, la fillette abandonna son sourire. Comme elle le racontera plus tard, depuis qu'elle avait l'usage de la raison, elle avait pu voir certaines lueurs émanant des personnes et des animaux. Une chose qu'elle pensait arriver à chacun, jusqu'à ce jour. La religieuse à qui elle s'était confiée la punit en la considérant comme une menteuse et l'obligea à passer l'après-midi à prier. Lorraine obéit sans broncher, mais tandis que des prières sortirent de sa bouche, tout se bouleversait dans sa tête. Pourquoi la religieuse l'avait-elle regardée ainsi? Était-elle donc une fille spéciale? Parler de ce don ne lui apporterait-il que des ennuis? Peut-être valait-il mieux garder tout cela secret. Les choses ne se sont pas arrangées quand, un peu plus grande, elle a lu sur l'aura et s'est adressée à ses parents avec enthousiasme, croyant avoir percé le mystère. Sans trop de préambule, elle leur a dit que, selon elle, elle avait la capacité de voir cette énergie si particulière dont parlaient les magazines de parapsychologie. Ses parents lui ont dit que la blague n'était pas drôle et ont clos le sujet. Quand Lorraine a essayé avec ses amis, elle n'a réussi qu'à les faire rire avant qu'ils ne changent de sujet. En effet, parler de ce qui lui arrivait vraiment ne semblait pas être une option. C'est pourquoi la jeune femme a passé les années suivantes à profiter de sa particularité, sans toutefois la partager avec le monde. Cela fit d'elle une personne quelque peu solitaire, chose à laquelle elle s'habitua rapidement. D'un esprit curieux, Lorraine passait des heures et des heures dans sa chambre à feuilleter de vieux livres attirés par des mondes de fiction et des traités d'autrefois. À sa vie intellectuelle s'ajoutait un amour pour le théâtre, passion qu'elle partageait avec sa mère. C'est pour cette raison qu'un jour, alors qu'elle avait 16 ans, toutes deux se rendirent au théâtre colonial de Bridgeport, l'un des plus luxueux de la région. Une fois arrivée, Lorraine fut bouleversée. Mais ce n'était pas à cause du drame qui se jouait sur scène, mais plutôt à cause de la présence d'un garçon de son âge qui travaillait comme placeur pour les spectateurs. Les jeunes n'eurent guère le temps d'échanger un regard, mais cela suffit. Nous ignorons si Lorraine aperçut une aura particulière autour de lui, mais il est certain qu'elle en était tombée amoureuse. À la fin du spectacle, elle fut agréablement surprise lorsque le jeune homme s'approcha pour lui parler. Une alchimie était évidente entre eux. Elle lui tendit la main et se présenta. Il la serra fermement et lui dit qu'il s'appelait Ed. C'était le début d'une relation qui allait marquer à jamais le monde de l'ésotérisme et de l'occultisme. Lorsque Lorraine et Ed ont découvert qu'ils s'entendèrent bien, ils ont commencé à se fréquenter sans la présence d'autres personnes. Lors de ces conversations privées, où ils riaient et flirtaient, certaines confidences sont commencées à filtrer. De cette façon, Lorraine avait découvert qu'Ed, tout comme elle, s'était habitué à ne pas raconter certaines choses qui lui arrivaient. Le garçon était né le 7 septembre 1926 et son enfance s'était déroulée sans grand bouleversement jusqu'à ses tendres 5 ans. Alors, tout avait basculé dans le cauchemar. Selon ses dires, de cet âge jusqu'à ses 12 ans, il aurait été victime de phénomènes inexplicables. Des phénomènes qui lui avaient valu les moqueries des autres enfants et le scepticisme de ses parents. Ed avait son lit en face d'une énorme armoire entre 2 et 3 heures du matin. Cette armoire cessait d'être un meuble inoffensif pour devenir la protagoniste de ses peurs les plus profondes. La porte de celle-ci s'ouvrait toute seule et le garçon effrayé voyait défiler devant lui des présences hostiles. La plus fréquente était une vieille femme qui l'observait avec colère et semblait le menacer par ses gestes. Aussitôt après, la température baissait, la vapeur commençait à sortir de sa bouche et des chuchotements qui semblaient venir de partout à la fois envahissaient tout. Il y avait aussi d'étranges griffures provenant de sous le lit. Sa chambre, en gros, passait du silence le plus absolu à être remplie de sons impossibles à localiser. Comment cela se terminait-il? Avec Ed qui finissait dans le lit de ses parents, lesquels le grondaient et lui disaient qu'il était déjà trop grand pour se comporter comme un lâche. Tout comme Lorraine, il s'était convaincu que le mieux qu'il pouvait faire pour qu'on ne le prenne pas pour un fou était de ne pas en parler.
Ni cela, ni les autres détails qui, selon lui, faisaient de sa maison d'enfance une maison hantée. Comme on peut l'imaginer, Ed et Lauren se sont sentis très à l'aise de s'être rencontrés. À leur manière, tous deux étaient des marginaux qui s'étaient habitués à mentir à leur entourage pour ne pas être considérés comme des gens bizarres. Ensemble, le monde leur offrait un réconfort qu'ils décidèrent de saisir. À cette empathie succéda l'amour, et bientôt ils furent fiancés et plongés dans une sorte d'idylle. Du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Ed s'est engagé dans la marine à 17 ans et a servi son pays à l'étranger. Pendant ce temps, Lauren lui adressait ses prières nocturnes, espérant qu'il ne lui arrive rien. Des prières qui d'ailleurs ont été exaucées. En effet, à un certain moment, le navire sur lequel se trouvait Ed a coulé et le jeune homme a été l'un des rares survivants. Ce qui lui a valu une permission de 30 jours. Sans perdre une seule seconde, Ed a profité de ces jours pour rentrer chez lui et demander Lauren en mariage. Il ne savait pas s'il allait vraiment sortir vivant du conflit et il ne voulait pas retourner au front, sans être marié avec cette fille avec laquelle il se sentait si profondément lié. La cérémonie fut courte, mais touchante. Ed est retourné à la guerre avec une énergie renouvelée. Peu après son retour sain et sauf, il fut surpris d'apprendre que Lauren avait donné naissance à leur fille Judy, fruit de leur amour. Le couple s'est finalement installé et s'est consacré à grandir en tant que famille. Leur unique problème était d'ordre financier. Ed a raconté à Lauren qu'une autre de ses passions, en dehors de tout ce qui touche à l'ésotérisme, était la peinture. Elle est devenue une grande admiratrice de ces paysages urbains et elle était même à ses côtés lorsqu'il a réalisé sa première exposition. Cependant, même s'il n'était pas mauvais avec les pinceaux, il n'a pas obtenu beaucoup de prestige auprès des autres artistes. Sans perdre son enthousiasme et déterminé à ne pas abandonner, il a trouvé un emploi comme conducteur de bus pour gagner de l'argent. De cette affaire découlerait un événement qui, plus tard, montrerait clairement que tout, à cette époque, ne s'était pas passé comme les Warren le racontaient. Nous en parlerons un peu plus tard. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'entre-temps, Ed a continué à se perfectionner en coulisses. Et à un certain moment, il a décidé d'ajouter à ses dessins des détails paranormaux. Fantômes, esprits, démons. Le résultat était-il bon? Il a pu remarquer que les gens regardèrent ses tableaux d'une autre manière, avec une étrange fascination. Il s'y intéressait enfin. Et cette nuit-là, peut-être un peu par hasard, c'est lorsque les Warren ont réussi à créer leur première entreprise. À cette époque, Lauren et Ed ont élaboré un modus operandi qui serait la porte d'entrée pour leurs premières enquêtes. La première étape était d'écouter attentivement ce qui se disait en ville. Le couple avait découvert que si l'on était suffisamment persuasif, on pouvait entendre ce genre d'histoires qui, en général, sont chuchotées quand la lumière s'éteint ou que la nuit tombe. Des histoires qui parlent d'êtres qui ne devraient ne pas être sur ce plan, ou de morts qui reviennent. De on ne sait où pour réclamer ce qu'ils pensent leur revenir de droit. Ils ont aussi découvert que, même si tout le monde se montrait sceptique au début, il suffisait d'attiser un peu le feu pour que les peurs réelles émergent. À la lumière de la rationalité, toutes ces choses semblaient stupides. Ensuite, un pas de plus, au-delà des limites de l'incertitude. Tout le monde finissait par adhérer à ce vieux proverbe qui dit que les sorcières n'existent pas, mais qu'il y en a, il y en a. Cela a prouvé aux Warren qu'ils n'étaient pas des gens étranges parce qu'ils étaient fascinés par le paranormal. Ils n'étaient que la partie visible d'une société entière qui, la plupart du temps, préférait faire semblant d'être bien plus courageuse qu'elle ne l'était réellement. Ils ont entendu tellement d'histoires à cette époque qu'ils ont pu établir leur propre carte de toutes les maisons réputées hantées dans le quartier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite? Ils allaient simplement jusqu'à l'un de ces endroits et s'arrêtaient devant la propriété. Ed sortait ses pinceaux et se mettait à peindre sous le regard attentif de Lauren, qui de temps en temps fermait les yeux et tendait les mains, comme en transe. Après un certain temps, cette attitude a attiré l'attention des propriétaires. Alors, les Warren donnaient le coup de grâce. Avec un large sourire, Ed se présentait et montrait le dessin aux propriétaires naïfs. Ils admiraient un portrait réaliste de leur demeure, les faisant sourire. Cependant, après quelques secondes, ils remarquaient autre chose. Le dessin montrait toujours d'étranges ombres rôdant dans le jardin ou apparaissant aux fenêtres. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait peint cela, Ed ne perdait jamais son calme.
D'un ton posé et aimable, il expliquait que lui et sa compagne étaient capables de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Autrement dit, ce que l'on pouvait voir dans les dessins n'était rien d'autre que les manifestations que, grâce à leur sens plus développé, ils pouvaient en percevoir. Et ce n'était pas tout. Lorraine suggérait à son interlocuteur de lui offrir le dessin en cadeau, à condition qu'il les laisse visiter la propriété à l'intérieur, par curiosité et parce qu'il savait peut-être comment aider. Les réactions étaient très diverses. Certains finissaient par mettre à la porte l'étrange couple sans trop d'explications, se sentant clairement envahis. D'autres hésitaient. Et peut-être se souvenaient-ils de la façon dont une porte s'était ouverte toute seule dans la nuit, ou des bruits de pas qu'ils avaient entendus dans des pièces supposément vides. Les Warren ont donc débuté leurs propres investigations sur les lieux. Selon leur dire, ils ne réclamaient pas d'argent. Souvent, Ed menait ses enquêtes avec un magnétophone à la main, tandis que Lorraine, à fleur de peau, se laissait guider par ses visions. Il recueillait des témoignages, enregistrait des psychophonies, prenait des photos et surtout laissait leurs marques, des croix, de l'eau bénite. Et un avertissement clair, le mal était réel et il fallait rester vigilant. Ainsi leur réputation s'est accrue, de même que les cas à traiter. Ils ont commencé à entendre des histoires plus troubles, plus macabres, plus tordues. Déjà avec leur premier inventaire de leurs propres archives, en 1952, les Warren ont fondé la New England Society for Physics Research, la première organisation dédiée à la recherche paranormale aux États-Unis. L'objectif était simple, documenter, étudier et, si possible, libérer les personnes des présences démoniaques ou des entités maléfiques qui habitèrent dans leur foyer. À ce moment-là, leurs lettres de présentation devinrent plus solennelles. Elle s'est auto-proclamée médium et clairvoyante, tandis que lui s'est appelé démonologue autodidacte. Ils ont aussi affiné leur personnalité. Elle était presque une martyre, toujours empathique et compréhensive, traversant des sensations qui la dépassaient. Il ne perdait jamais son sang-froid, il était sérieux et apportait du calme avec sa voix grave. Ils ne le savaient pas, ou peut-être que si, mais ils étaient en train de poser la première pierre de ce qui finirait par devenir un véritable empire. Toujours agités et en action, ils commencèrent à publier plusieurs livres, toutes des œuvres courtes mais à fort impact, où ils laissaient une trace de leurs aventures. En fait, sous format papier, ils ont raconté l'une de leurs péripéties les plus étonnantes, celle d'avoir enquêté sur le presbytère de Borley, dans l'Essex, qui a la réputation d'être la maison la plus hantée d'Angleterre. Avec le temps, quelqu'un dirait qu'en étant en Angleterre, les Warren n'avaient fait que rester dans les environs de la propriété, sans jamais y pénétrer. Mais ces rumeurs n'avaient pas d'importance. Les livres se vendaient mieux que les tableaux. Et les gens commençaient déjà à communiquer avec Eddie Lorraine sans qu'ils aient à faire du porte-à-porte. Personne ne savait ce qui était vrai ou faux. Ce qui était clair, c'est que le couple avait une véritable passion pour tout ce qui était ésotérique, mais aussi pour l'argent. Ou bien est-ce ce que disaient ceux qui les voyaient d'un mauvais œil? Et en peu de temps, les Warren ont commencé à s'immiscer dans des affaires qui allaient les mener à la célébrité mondiale, tout en augmentant considérablement leurs revenus. L'une de ces premières affaires fut celle de la déjà mentionnée Annabelle. Elle est petite, en chiffon, apparemment inoffensive. Son visage n'a ni le sourire moqueur ni les yeux vitreux en porcelaine que le cinéma nous a imposés. Elle ne ressemble ni à Chucky ni aux horreurs des vitrines victoriennes. Annabelle semble tout droit sortie d'un catalogue pour enfants des années 50. Mais sous cette apparence simple, selon les Warren, se cache l'une des entités les plus dangereuses auxquelles ils aient été confrontés durant toute leur carrière. Annabelle n'est pas seulement une affaire, c'est un symbole, un emblème de tout ce que les Warren représentaient. Objets possédés, portes ouvertes, entités maléfiques déguisées en innocence. Son histoire a commencé en 1970. Une jeune femme nommée Donna, étudiante en soins infirmiers, vivait avec sa colocataire Angie dans un appartement modeste. Pour son anniversaire, sa mère lui a offert une poupée en chiffon Raggedy Ann, achetée dans l'une des boutiques d'antiquités. Au début, Annabelle n'était qu'une simple décoration, mais peu à peu, elles ont commencé à remarquer des choses étranges. La poupée changeait de position sans que personne ne la touche, par exemple. Parfois, elle apparaissait dans différentes pièces. Et à d'autres moments, elle laissait des notes écrites sur du papier parchemin disant des choses comme « Aidez-nous » ou « Aide-moi », alors qu'il n'y avait pas de parchemin dans la maison et que personne ne se souvenait avoir ce genre d'encre ou d'écriture. Mais le plus inquiétant, c'est lorsqu'ils ont trouvé Annabelle avec du sang sur les mains.
Effrayées, les filles ont contacté une médium. Celle-ci leur a révélé que l'esprit d'une petite fille nommée Annabelle Higgins avait possédé la poupée. Selon le récit, Annabelle était morte tragiquement sur le terrain où l'immeuble avait été construit et son esprit cherchait un refuge. Les jeunes filles, émues, lui ont donné la permission de rester. C'est alors que, selon les mots des Warren, elles ont commis l'erreur fatale. Bientôt, les manifestations s'intensifièrent. Coups, bruits, ombres. Un ami des jeunes filles, Lou, a commencé à faire des cauchemars avec la poupée. Une fois, il a rêvé qu'Annabelle l'étranglait. Quelques jours après, il s'est réveillé avec des griffures sur le torse. Les Warren sont intervenus et, après analyse, Ed a conclu que tout cela était un piège. Selon lui, l'esprit n'avait jamais été une petite fille. Cette histoire n'était qu'une façade pour gagner la sympathie des filles. Une façade perpétuée par qui? Par un démon qui avait utilisé ce déguisement émotionnel pour obtenir la permission et ainsi habiter l'objet? L'équipe des Warren, accompagnée d'un prêtre, a procédé à une bénédiction sur place et a retiré la poupée. Après l'avoir brièvement examinée, ils l'ont emmenée chez eux et l'ont enfermée dans une boîte en verre. Ils ont mis un cadenas à la boîte et, par précaution, ils ont apposé un avertissement clair de ne pas l'ouvrir. Il convient de mentionner qu'aucun des incidents rapportés ne dispose de documentation officielle. Vous connaissez probablement cette histoire, mais avec quelques détails différents. Au fil du temps, le mythe s'est nourri de différentes versions. Il est important de souligner par ailleurs que le supposé parchemin n'a jamais été conservé ni analysé, et qu'il n'existe ni photographie, ni véritables archives de l'exorcisme. Le jeune Lou, présumé victime, n'est jamais apparu publiquement pour confirmer les attaques. De plus, plusieurs chercheurs rationalistes estiment que les Warren ont simplement pris une poupée ordinaire. Ils lui ont inventé un passé démoniaque et l'ont utilisé comme attraction principale de leur musée alors précaire, un musée qui n'allait pas tarder à grandir et à grandir. Et encore plus lorsque l'histoire qui allait faire des Warren des personnages publics est arrivée entre leurs mains. Je parle de l'affaire de la famille Perron. Le film Conjuring est une adaptation de cette affaire. Pour beaucoup, le film prend trop de liberté créative, dans le but d'accentuer une terreur qui n'a jamais vraiment existé. D'un autre côté, ceux qui y croient suggèrent que les scénaristes ont été insuffisants. Au début des années 70, la famille Perron, composée de Roger, Caroline et leurs 5 filles, s'est installée dans une ancienne ferme coloniale à Harrisville, Rhode Island. Dès le début, ils ont remarqué des choses étranges. Des bruits de pas dans le grenier, des odeurs nauséabondes qui apparaissaient sans raison, des objets qui bougeaient tout seuls et des ombres qui rôdaient dans les coins. Mais le plus effrayant restait les apparitions. Les filles décrivaient des silhouettes de femmes au visage défiguré, tandis que Caroline, la mère, sentait qu'une présence essayait de la posséder. L'histoire locale parlait d'une femme appelée Bathsheba, accusée de sorcellerie au 19e siècle. On disait qu'elle avait sacrifié son fils en offrande à Satan, puis s'était pendue sur la propriété. Les Warren sont arrivés après avoir été contactés par Caroline Lorraine, en entrant dans la maison. Il a assuré qu'il y avait une entité sombre qui se présentait effectivement comme Bathsheba, mais qu'en réalité, c'était un esprit démoniaque déguisé. Selon Ed, l'entité cherchait à contrôler Caroline pour détruire sa famille de l'intérieur. Au cours de leur intervention, les Warren ont effectué des séances de purification spirituelle, mais un exorcisme formel n'a jamais été réalisé. À mesure que les phénomènes s'intensifiaient, Roger a expulsé les Warren de la maison, craignant que leur rituel n'aggrave la situation. La famille est restée dans la maison pendant près de 10 ans, et bien que les phénomènes n'aient jamais complètement disparu, ils ont réussi à vivre avec jusqu'à ce qu'ils déménagent finalement. Dans les années qui ont suivi, Andrea Perron, l'une des filles, a écrit 3 livres sur ce qui s'est passé, affirmant que tout était réel. Selon elle, Hollywood n'a fait qu'effleurer la surface de ce qui s'est réellement passé. Les sceptiques, bien sûr, soulignent une série de questions qui pourraient tout remettre en cause. Le manque de preuves physiques, l'isolement de la ferme comme terrain fertile pour la suggestion et la possibilité que certaines visions soient le produit du stress et de l'enfermement. Cela commencerait également à se répéter, ce que les détracteurs du couple ne manqueraient pas de remarquer dans les cas à venir.
Les Warren s'appuyaient sur les témoignages de personnes effrayées et souvent vulnérables pour diverses raisons, qu'il s'agisse de dépendance, de dette ou de problèmes psychologiques. Alors, les Warren commençaient-ils à être de plus en plus profondément liés à cet univers occulte qu'ils professaient tant, ou faisaient-ils leurs premiers pas, comme les manipulateurs que beaucoup pensaient qu'ils sont? De nos jours, l'actuel propriétaire du terrain où vivaient les Perron a mené sa propre enquête avec des détectives privés, avec qui elle a travaillé pour réfuter les histoires de sorcellerie et de morts tragiques dans cette maison. Bien que ces rapports soient bien documentés, peu de gens y prêtent attention. Une histoire de fantômes est toujours plus attrayante. S'occuper de l'affaire Perron a permis aux Warren de faire leurs premières apparitions télévisées. À cette époque-là, le passé de Dead en tant que conducteur de bus était déjà enterré. Même s'il peignait encore, il avait déjà bien moins de temps pour cela. Il était désormais exorciste, du moins selon ses dires. En réalité, il se vantait d'être le seul exorciste laïque. La vie de lui et de Lorraine dans le monde du paranormal ne faisait que commencer. Très bientôt, l'affaire qui allait les propulser allait arriver. Je parle d'une affaire aussi terrible que fascinante. L'affaire Amityville. Je tiens à rappeler que nous avons déjà consacré une émission spéciale d'environ 1 heure à l'affaire Amityville, relatant l'intégralité de l'histoire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder via le lien à la fin de cette vidéo. Quand on mentionne Amityville, la plupart des gens pensent à une maison coloniale hollandaise de 3 étages, avec 2 fenêtres en forme d'yeux regardant dans le vide. Au fil des décennies, elle est devenue une icône de la terreur, l'épicentre de livres, films, documentaires et cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Mais avant d'être une franchise, Amityville a été une affaire réelle qui a bouleversé une société. Ou du moins, c'est ce qu'on a dit. L'histoire est captivante pour une raison très précise. Elle combine meurtre, possession démoniaque et présence obscure. Et les Warren, bien sûr. Mais elle est aussi pleine de contradictions, de silences gênants et d'accusations de fraude. C'est un exemple parfait de la manière dont le mythe peut dévorer la vérité. En novembre, un jeune homme de 23 ans nommé Ronald Bach de Feo s'est présenté dans un bar du quartier sous l'emprise de stupéfiants. En criant, il a dit que quelqu'un aurait tué sa famille. En effet, ses parents et ses 4 frères et sœurs avaient été assassinés avec plusieurs coups de feu. Il n'y avait aucun signe de lutte et, pour une raison quelconque, les voisins n'avaient rien entendu. Au début, De Feo a évoqué la possible implication de la mafia, mais ses alibis se sont rapidement effondrés et il a été prouvé qu'il avait joué un rôle actif dans les meurtres. Le jeune homme a été immédiatement arrêté et quelques mois plus tard, un procès a eu lieu. Qui, au lieu d'éclaircir la situation, a ouvert de plus en plus de portes. De Feo a donné de nombreuses versions des faits, certaines vraiment farfelues. Quand il n'a plus su quoi ajouter, il a joué sa dernière carte et a prétendu que des voix dans la maison lui avaient ordonné de tuer. Personne ne l'a cru et il a été condamné. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la réalité en a décidé autrement. En décembre 1975, George et Cathy Lutz, avec leurs 3 enfants, ont emménagé dans la maison où tout s'était passé. Ils l'ont achetée à prix réduit, pensant avoir fait l'affaire de leur vie. Cependant, 28 jours plus tard, ils finiraient par quitter les lieux sans même avoir défait leurs valises. Les raisons ? La maison semblait vivante et ne voulait pas les avoir là. George Lutz était devenu irritable et froid, son comportement avait changé. Il se réveillait chaque nuit à 3h15 du matin, l'heure supposée des meurtres, et restait des heures à regarder le feu, comme en transe. Sa femme a commencé à avoir des visions et ses enfants étaient attaqués depuis l'ombre. Et ce n'était pas tout. Des empreintes étranges apparaissaient à l'extérieur de la propriété. Les murs étaient tachés de rouge, le chien de la famille aboyait dans le vide et les portes sautaient de leurs gonds. En 1976, Ed et Lorraine ont été invités par une chaîne de télévision à enquêter sur la maison. Selon Lorraine, l'énergie du lieu était insupportablement sombre. Pendant la séance, elle a affirmé ressentir la présence de quelque chose d'inhumain. Ed a pris des photos, enregistré des sons et l'un de ses assistants a réussi à obtenir l'une des images les plus célèbres. La silhouette fantomatique d'un enfant apparaissant depuis une pièce, en théorie vide. Qui était cette entité? Les Warren ont affirmé qu'ils n'avaient jamais ressenti une présence aussi forte que celle d'Amityville. Cependant, avec le temps, certains masques, certains déguisements ont commencé à tomber.
Quelques mois plus tard, les Lutz ont collaboré avec l'auteur Jay Hanson, qui a écrit le livre L'horreur d'Amityville. Un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui a été adapté au cinéma en 1979. Depuis lors, la maison est devenue une légende, du moins jusqu'à ce que l'avocat de Ronald DeFeo, William Weber, déclare qu'il avait lui-même inventé l'histoire avec les Lutz pour gagner de l'argent avec un livre. Et voir si de cette façon il pouvait réussir à faire libérer son client. Quand cela a été dévoilé, les polémiques ont émergé. Beaucoup de ceux qui avaient prétendu ressentir quelque chose dans la maison se sont rétractés ou ont arrêté les interviews. Les nouveaux propriétaires du bien qui y ont vécu pendant plus d'une décennie ont affirmé qu'il ne leur était jamais rien arrivé d'étrange. Des enquêteurs indépendants ont trouvé des incohérences dans le témoignage des Lutz. Même la célèbre photo de l'enfant fantôme a été remise en question. On a découvert qu'un membre de l'équipe portait une chemise blanche et qu'il avait été photographié par erreur avec une longue exposition. Que savaient les Warren et qu'avaient-ils décidé de taire? Impossible de le savoir. Avaient-ils été trompés par les Lutz ou étaient-ils complices d'une mise en scène? Ed et Lorraine ont toujours défendu l'affaire. Jusqu'à la fin de leur jour, ils ont soutenu que ce qui s'est passé à Amityville était réel, mais les preuves matérielles ne les ont pas soutenues, pas plus que les témoins. Même George Lutz a été poursuivi pour falsification de faits dans le livre. L'affaire a été disséquée par des sceptiques comme Joy Nickel, qui l'a qualifiée d'histoire de marketing paranormal. Un montage bien orchestré qui a mêlé le côté morbide d'un crime réel à la fascination pour l'occulte. Stephen King a été catégorique. Pour lui, il s'agissait d'une famille très endettée qui a succombé à son propre stress. J'insiste encore une fois, si vous voulez connaître tous les détails sur Amityville, pas comme dans cette vidéo où nous avons survolé l'affaire, allez voir le spécial que nous avons fait sur cette chaîne. Peut-être serez-vous surpris par les informations que nous y donnons, Amityville démontre que bien souvent, la vérité importe moins que l'histoire. Même si la plupart des éléments ont été discrédités, l'affaire reste d'actualité. Mais au milieu de tout cela, les Warren se sont imposés comme les visages emblématiques du mystère. Même s'ils n'ont pas résolu l'affaire, même s'ils n'ont jamais apporté de preuves solides, même s'ils n'ont même pas été si impliqués dans ce qui s'est passé. Ensuite, leur image est restée à jamais associée à la maison maudite. De plus, ils ont commencé à toucher de gros chèques d'Hollywood, qui, à partir de ce moment-là, a commencé à les contacter comme consultants pour des films d'horreur. Du jour au lendemain, les apparitions des Warren à la télévision et à la radio se sont multipliées. Ils étaient devenus des sommités. Une voix d'autorité avec des visages sérieux. Ils parcouraient des studios remplis de lumière, donnaient des conférences et accordaient des interviews. Et bien sûr, ils ont poursuivi l'encaissement de chèques et la documentation de cas. Le cas curieux. En 1977, le Royaume-Uni traversait une crise économique et de nombreuses familles de la classe ouvrière vivaient au bord de la précarité. L'une d'elles était la famille Hoxton, composée d'une mère célibataire, Peggy, et de ses 4 enfants. Dans ce contexte, l'un des cas les plus documentés de prétendues activités paranormales de l'histoire s'est produit, et aussi l'un des plus contestés. Tout a débuté en août, dans un logement social au 284 Green Street Janet. L'une des filles, âgée de 11 ans, a commencé à raconter que son lit bougeait tout seul pendant la nuit. Au début, sa mère pensait que c'était une blague, mais les événements se sont rapidement intensifiés. Non seulement ils ont commencé à faire face à des coups dans les murs, à des bruits inexplicables et à des meubles qui se déplaçaient devant des témoins, mais ils ont aussi dû vivre avec des voix gutturales qui ont commencé à sortir de la bouche de Janet elle-même. Cette voix profonde et masculine s'est présentée comme l'esprit d'un homme appelé Bill Wilkins, un ancien locataire qui était mort dans la même maison. Les phénomènes ont été observés par des voisins, des policiers et même des détectives qui s'approchaient, incrédules. Le Daily Mirror a couvert l'affaire, en voyant des photographes et des chroniqueurs qui confirmaient chacune des choses que la famille racontait. Bientôt, l'affaire a été prise en charge par des enquêteurs de la Society for Physical Research, en particulier Maurice Grosset et Guy Lyon Playfire, qui ont documenté les phénomènes pendant des mois. Ces personnes ont tenu un journal minutieux des jours tourmentés que la famille a dû traverser. C'est alors qu'au milieu de tous les flashs et des enregistreurs, Ed et Lorraine Warren sont apparus. Selon certains rapports, les Warren ne sont restés à Enfield que quelques jours, contrairement à l'année entière passée par les enquêteurs britanniques. Cependant, leurs récits diffèrent. Ed Warren a affirmé que le cas d'Enfield était une réelle possession démoniaque. Comme à son habitude, Lorraine a senti une présence maléfique en entrant.
Selon eux, Janet était utilisée comme un conduit par une entité non humaine. Dans les films Conjuring, cette implication a été exagérée, montrant les Warren comme les protagonistes centraux de l'affaire. Selon les informations rapportées, leur intervention a été à la fois brève et très controversée. Gillian Playfair a même déclaré que les Warren étaient venus sans invitation, cherchant à tirer profit de l'affaire. Ils étaient le plus intéressés par l'argent que par l'enquête. Ignorant les critiques, les Warren ont ajouté Enfield à leur liste d'expériences surnaturelles extrêmes. Au-delà des controverses et des fraudes potentielles que certains ont voulu démontrer, il est important de se concentrer sur un détail plus qu'intéressant. Comme mentionné, la présence des Warren était presque symbolique dans ce cas. Malgré cela, aujourd'hui encore, certains pensent toujours à eux quand Enfield est mentionné. Cela montre le grand pouvoir qu'Ed et Lorraine avaient pour ajouter à leur propre catalogue des affaires auxquelles ils participaient à peine. C'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi, à un moment donné, ils ont fini par déclarer qu'ils avaient eu une implication dans plus de 10 000 événements anormaux. Enfield est aussi pour beaucoup la preuve qu'Ed et Lorraine ne respectèrent pas le travail de leurs autres collègues. C'est la raison pour laquelle, petit à petit, ils commenceraient à être méprisés par ceux qui partageaient les mêmes intérêts qu'eux. Et les critiques n'ont fait qu'empirer, lorsqu'en 1981, ils ont été accusés de vouloir collaborer pour libérer un dangereux assassin. Le diable les a obligés à le faire. En 1981, un événement sans précédent s'est déroulé à Brookfield, dans le Connecticut. Tout a commencé par un crime. Un jeune homme de 19 ans, Arne Cheyenne Johnson, a poignardé et tué son propriétaire, Alan Bono, après une vive dispute. Le meurtre a été vu par la petite amie d'Arne et sa jeune sœur. Mais ce qui semblait être un crime passionnel sous l'emprise de l'alcool s'est rapidement transformé en un épisode sinistre, qui impliquerait une possession démoniaque, un exorcisme, et les Warren au centre de la tempête. Et il a vite été dit que la genèse de ce drame se trouvait quelques mois auparavant. Et le protagoniste était le frère cadet de la fiancée d'Arne, un garçon de 11 ans nommé David Glatzel. Selon sa famille, David a commencé à agir étrangement après avoir visité une vieille maison. Il disait voir un vieil homme aux yeux sombres, aux pieds en sabots et à la voix profonde. Il n'a attiré l'attention que lorsqu'il a commencé à grogner, parler en langue, avoir des convulsions et des accès de violence. La famille Glatzel a demandé de l'aide à l'église, mais n'ayant pas reçu de réponse rapide, elle s'est tournée vers Ed et Lorraine Warren, qui ont déclaré que David était possédé par plusieurs démons. Selon Lorraine, pendant le processus d'exorcisme, auquel ont assisté des prêtres catholiques et la famille, Arne a défié le démon et lui a dit, je cite, « Viens à moi à sa place ». Selon les Warren et la famille, l'obscurité s'était transférée en lui à partir de ce moment-là. Arne a commencé à montrer des comportements erratiques. Il entrait en transe, marmonnait sans raison, affirmait voir la silhouette du démon dans la forêt et avait des trous de mémoire. En gros, sa personnalité avait changé. Quelques mois plus tard, le meurtre sanglant de son propriétaire avait eu lieu, une nuit où ils avaient abusé de boissons alcoolisées. Lorsque l'affaire est arrivée devant le tribunal, la défense d'Arne, dirigée par l'avocat Martin Minella, a marqué l'histoire. A-t-il essayé d'utiliser la possession démoniaque comme argument de défense? Il a affirmé qu'Arne n'était pas responsable de ses actes parce qu'il n'était pas maître de son propre corps. La presse s'est emballée. L'affaire est devenue un véritable cirque médiatique. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une défense légale pour un crime invoquait une supposée possession démoniaque. Les Warren ont donné des conférences, interviews et vendu les droits de l'histoire. Mais le juge Robert Callahan a rejeté catégoriquement l'argument surnaturel. Il a statué qu'il n'y avait aucune base légale pour juger de l'existence des esprits ou des démons, et que la défense devait se concentrer sur la santé mentale de l'accusé. Finalement, Arne a été condamné pour homicide au premier degré. La sentence était de 10 à 20 ans, mais il n'a purgé que 5 ans de prison pour bonne conduite. Il a été libéré en 1986. Il a épousé sa petite amie de l'époque et a gardé un profil bas depuis sa libération. Il ne s'est jamais rétracté jusqu'à aujourd'hui. Il affirme qu'il n'était pas maître de lui-même. Cette affaire a marqué un tournant dans la réputation des Warren. D'un côté, elle les a rendus beaucoup plus célèbres, mais de l'autre, elle a accru le scepticisme à leur égard. De plus, deux choses étaient indéniables. Si les Warren agissaient par pur intérêt, ils avaient défendu un meurtrier. Sans compter qu'en étant intervenus auprès de l'enfant possédé, ils avaient contribué à empêcher qu'on puisse réellement aider une personne qui souffrait peut-être de schizophrénie ou de psychose infantile. Les rumeurs sont nombreuses.
On pense que les Warren ont médiatisé l'affaire en échange des droits sur l'histoire. Pendant ce temps, d'autres affirment ne pas connaître les personnes impliquées, jusqu'à ce que les avocats de la défense les engagent et leur disent quelle histoire ils devaient raconter. Est-ce que c'est en cela que ces soi-disant enquêteurs étaient devenus? En une carte que les avocats utilisaient lorsqu'ils ne savaient plus comment sortir leurs clients d'affaires. C'est ainsi qu'ils ont bâti leur fortune? Comme on peut le voir, jusque-là, Ed et Lorraine étaient aussi bien admirés que détestés. Et ils ne se sont pas arrêtés, bien sûr que non. L'affaire SMORD est l'une des plus sombres des archives Warren, même si elle n'a jamais été adaptée à grande échelle par Hollywood. Elle s'est déroulée entre 1974 et 1989 et a fait l'objet de livres, d'interviews et même d'un téléfilm. Mais au-delà de l'attention médiatique, ce qui se serait passé dans cette maison de West Pittston, en Pennsylvanie, continue de troubler ceux qui enquêtent sur l'affaire. Jack et Janice Merle vivaient avec leur fille dans un duplex à côté des parents de Jack. Suite à des réparations après une inondation, les phénomènes ont débuté. Des lumières qui clignotaient sans raison, des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules, des coups dans les murs et des animaux de compagnie qui se comportaient de manière erratique et agressive. Un poltergeist typique, mais avec un niveau d'agression qui le distingue des autres cas. Alors que la mère et la grand-mère ont été griffées par une force invisible, Jack a affirmé avoir été agressé par une entité démoniaque. Pendant des années, la famille a vécu tourmentée. Face au refus de l'église locale d'intervenir directement, ils ont fait appel à Ed et Lorraine Warren. Les Warren ont soutenu que la maison était sous l'attaque d'un démon supérieur très ancien. Lors de leur visite, Lorraine a affirmé avoir vu une ombre noire de forme humaine et ressenti une présence aussi forte qu'à Amityville. Ils ont fait venir un prêtre qui a procédé à plusieurs bénédictions, mais selon les Warren, cela n'a fait qu'aggraver les événements. Jack souffrait de paralysie du sommeil avec des hallucinations. Jeannette tombait malade sans raison apparente et la fille aînée a commencé à parler toute seule, disant que quelqu'un lui murmurait des choses depuis l'armoire. Finalement, après une série d'exorcismes approuvés par l'Église, les phénomènes ont lentement cessé, bien que jamais complètement. L'affaire a été couverte par le Scranton Times et plus tard, le livre The Haunted a été publié en coécriture avec les Warren. Mais les critiques n'ont pas tardé à apparaître lorsqu'un archevêque a nié avoir autorisé un quelconque exorcisme officiel dans cette propriété. D'un autre côté, les voisins ont déclaré n'avoir jamais rien remarqué d'inhabituel. Et un enquêteur paranormal indépendant, Paul Kurtz, a conclu que les phénomènes étaient le produit d'hallucinations et de dysfonctionnements familiaux. Jack et Janet ont toujours maintenu leur version selon laquelle leur maison avait été envahie par le mal et que les Warren étaient les seuls à avoir essayé de les aider. Vraiment. Encore une fois, il y a eu un groupe qui a accusé Ed et Lorraine de profiter de personnes ayant des problèmes plus complexes. Non seulement en alimentant leurs fantasmes, mais aussi en interférant avec un traitement qui pourrait vraiment les aider. Les Warren étaient-ils capables d'anéantir psychologiquement n'importe qui juste pour vendre plus de droits et continuer à gagner en statut? D'une manière ou d'une autre, ils étaient tellement populaires à la fin des années 80 et au début des années 90 qu'ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle facette de leur entreprise. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Le musée de l'occulte. Les dossiers qu'Ed et Lorraine ont su accumuler incluaient aussi des exorcismes de loups-garous et même un enregistrement de la célèbre Dame en blanc. À leur manière, les Warren ont abordé tous et chacun des sujets des histoires effrayantes, en y ajoutant toujours leur propre mystique. Mais une fois les affaires classées, les enquêteurs ne se contentaient pas d'écrire des livres, suggérer des adaptations cinématographiques ou passer dans des émissions de télévision, pour répéter 1001 fois des expériences qui laissaient le public avide d'en savoir plus. Sans se presser, mais sans jamais s'arrêter, les Warren ont commencé à constituer l'une des collections d'objets prétendument maudits les plus reconnues. Et en effet, Ed et Lorraine n'expulsaient pas seulement des esprits. Bien souvent, selon leur version, ils identifiaient des objets qui servaient de conducteurs ou d'encre pour des entités démoniaques. Ces objets étaient amenés chez eux. Pourquoi? Simple. Faisant preuve d'un caractère stoïque et engagé, les Warren se proclamaient eux-mêmes comme des gardiens capables de tenir le mal à distance. Tout cela reposait sur des prières quotidiennes, de l'eau bénite et une foi inébranlable. Ainsi, le sous-sol d'une maison à Monroe, Connecticut, s'est transformé en un dépôt unique, rempli de mystérieuses statues, entre autres. Des masques tribaux, des grimoires, des poupées en porcelaine et des dizaines d'urnes scellées avec des inscriptions étranges.
Chaque pièce conservée là-bas possède une histoire cachée, des histoires qui, bien souvent, restent encore aujourd'hui en suspens. À un certain moment, le sous-sol a ouvert ses portes au public et a été baptisé Musée de l'occulte des Warren. Pour quelques billets, n'importe qui pouvait visiter ce sanctuaire, où sont exposés sur les étagères certains des objets les plus dangereux du monde. Des panneaux du style « Ne pas ouvrir, ne pas toucher » ou « Attention » peuvent être vus dans différents coins, ce qui, bien sûr, a contribué à accroître l'engouement du public. En quelques mois, le musée est devenu un point de référence pour les adeptes du paranormal. Là-bas, par exemple, ils pouvaient rencontrer la véritable Annabelle qui, comme nous l'avons dit, repose dans une boîte en verre dûment sanctifiée pour apaiser ses énergies obscures. Malgré tout, ni la boîte en verre ni les prières n'ont suffi dans certains de ces cas. Les Warren affirment qu'Annabelle n'a pas perdu son pouvoir malgré son enfermement. Ils ont raconté plusieurs fois que... incidents liés à elle. Le plus connu de ces incidents fut celui d'un jeune homme qui aurait visité le musée sur un ton moqueur, simplement pour le discréditer. On raconte que le garçon aurait frappé la vitre de la poupée avant de lui chuchoter quelque chose, ce qui l'aurait condamné. Personne ne sut vraiment ce que le garçon avait exprimé en regardant le visage d'Annabelle. La rumeur la plus répandue est qu'il l'aurait défié, ou quelque chose comme ça. Si tu as vraiment des pouvoirs, prouve-le. Il est parti du musée en riant aux éclats, traitant d'ingénus tous ceux qui attendèrent pour entrer. Ce même après-midi, il est décédé dans un accident, après que sa moto ait soudainement eu une panne qui lui a fait perdre l'équilibre. Quelque temps plus tard, un prêtre qui avait qualifié les Warren de menteurs a minimisé l'influence de la poupée devant les médias. Et quelques heures plus tard, sa voiture a été percutée par un camion. Comme c'est le cas pour tout ce qui entoure Eddie Lorraine, il n'existe aucune preuve de ces affaires, même s'ils se sont chargés de les raconter jusqu'à l'épuisement. Était-ce un véritable avertissement pour éviter des problèmes à d'autres visiteurs, ou s'agissait-il d'une excellente stratégie marketing pour donner au lieu une aura encore plus effrayante? Annabelle n'est pas seule, quoi qu'il arrive. Le musée est rempli d'artefacts tout aussi sombres que la poupée. Découvrons-en quelques-uns. Le soi-disant idole satanique est une statue qui a été trouvée dans les forêts du Connecticut lors d'un rituel de magie noire. Selon les Warren, tous les propriétaires précédents de l'idole avaient reconnu une fin tragique. Le miroir d'invocation est le nom, loin d'être métaphorique, d'un miroir qui aurait été utilisé lors de rituels de nécromancie. On dit que celui qui s'y regarde trop longtemps commence à voir une autre version de lui-même. Quant à l'ombre de l'homme-bête, il s'agit d'une figurine sculptée dans le bois rapportée d'Haïti. Selon Ed, elle provoquait des attaques nocturnes et des visions d'entités cornues. Le musée possède également son propre orgue, mais bien sûr, il ne s'agit pas d'un orgue ordinaire sur lequel les visiteurs s'assoient pour jouer un morceau classique. C'est un orgue qui joue au milieu de la nuit, sans que personne ne le touche. À qui voudrait bien l'entendre? Les Warren répétaient que détruire ces objets n'était pas une option. En fait, briser l'un de ces objets reviendrait à libérer les forces ou entités qui, pour une raison quelconque, s'en étaient emparées. Le musée n'a jamais autorisé d'études externes ni de surveillance indépendante. De nombreux chercheurs l'ont visité et, après avoir pris note de chaque histoire qu'ils y ont entendue, ils ont été incapables d'en vérifier la véracité. Selon Eddie Lorraine, cela s'explique par le fait que de nombreuses personnes leur avaient confié ces reliques pour ne plus jamais en reparler. Pendant des années, des centaines de personnes sont descendues par les escaliers étroits qui menaient à ce sous-sol. Mais vers la fin du millénaire précédent, la ferveur autour de ce couple d'enquêteurs avait commencé à diminuer. Après des décennies en tant que figures emblématiques du mystère, il semblait que les Warren perdaient leur place privilégiée dans la culture populaire. Le 23 août 2006, Ed, 79 ans, est décédé de complications d'un accident vasculaire cérébral. Il n'a pas pu voir comment, après la sortie de Conjuring en 2014, son nom de famille revenait sur le devant de la scène. Il n'a pas non plus pu se défendre lorsque, en 2017, The Hollywood Reporter a publié un article contenant de graves accusations. Une femme appelée Judith Penney a déclaré qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Ed Warren depuis qu'elle avait 15 ans, alors qu'il en avait déjà plus de 30. Tout cela avec l'accord de Lorraine. Judith a déclaré avoir vécu chez les Warren pendant des décennies. Elle a également assuré que les Warren géraient tout comme une entreprise et que les affaires étaient soigneusement modifiées pour maximiser leur valeur littéraire ou cinématographique.
Elle a également affirmé que très souvent, Ed manipulait émotionnellement les témoins et cherchait toujours à ce que le récit corresponde au schéma démoniaque. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve de cela. Cela a laissé une tache profonde sur leur réputation en tant qu'enquêteurs de foi. De plus, comme nous l'avons montré, la critique la plus courante à l'égard des Warren n'est pas qu'ils étaient totalement faux, mais qu'ils mélangeaient vérité et mensonge dans une alchimie dangereuse. Ils ont peut-être aidé des personnes traversant des moments de déséquilibre émotionnel ou psychique, mais en même temps, ils ont alimenté ces peurs, les ont ritualisées et les ont commercialisées. Ed et Lorraine ont compris quelque chose que peu d'enquêteurs paranormaux avaient saisi jusqu'alors, le pouvoir de la narration. Il ne suffisait pas de vivre un phénomène, il fallait le raconter, le rendre inoubliable, et cela, les Warren le faisaient mieux que quiconque. Pour leurs partisans, ils étaient les protecteurs du seuil. Pour leurs détracteurs, ils n'étaient aucun couple d'escrocs désireux de détruire des vies. Alors que le monde les connaissait comme les enquêteurs paranormaux les plus célèbres de l'histoire moderne, un nombre croissant de journalistes, de scientifiques et même de proches des victimes commençaient à formuler une accusation gênante. Tout n'était qu'un spectacle, une mise en scène soigneusement orchestrée pour bâtir un empire spirituel. Le témoignage de Judith Penny a semblé renforcer cette idée. Outre sa parole, la femme a présenté une grande quantité de photographies qui prouvaient qu'elle connaissait effectivement les Warren depuis qu'elle était mineure. Elle les avait même accompagnés pour couvrir bon nombre des affaires qui allaient ensuite les consacrer. Ed et Lorraine la présentaient comme une simple assistante. Au fil du temps, l'accusation de Judith a été abondamment étudiée. Si les Warren souhaitaient vivre une relation ouverte, il n'y a pas de quoi s'en scandaliser. Mais était-il vrai qu'Ed avait entamé une relation avec elle alors qu'elle était mineure ? Cela faisait-il vraiment de lui un manipulateur? Sa femme avait-elle été une complice passive? Beaucoup suggèrent qu'il est probable que certains studios de cinéma aient aidé à ce que les propos de Judith n'aient pas l'impact qu'ils auraient dû avoir. Tout cela dans le but de ruiner la réputation déjà douteuse de ces chercheurs, dont les aventures leur rapportaient et leur rapportent toujours des millions. Certains se demandent si Judith ne cherchait pas à profiter de la situation. Lorraine a choisi de ne jamais en parler. Son silence était évocateur. Jusqu'au 18 avril 2019, lorsqu'elle est décédée, elle a emporté avec elle toutes les réponses. Avec son décès, on mettait fin à la carrière de Fear, qui comptait plus de 70 ans de parcours. La grande question à ce moment-là était qui allait prendre en charge son héritage. Pour cela, nous devons reparler de Judy, mais pas de Judy Penny, qui a dénoncé Ed Warren, mais d'une autre Judy. Parce qu'il se trouve que la fille qu'ont eue Ed et Lorraine Warren s'appelait aussi Judy. Les héritiers. Judy Warren est venue au monde le 11 janvier 1946 dans le Connecticut, à une époque où ses parents ne présentèrent pas encore d'émissions diffusées en prime time. Et lorsque la plupart des affaires qui allaient faire d'eux des icônes n'avaient pas encore vu le jour. Selon la jeune fille, ses parents étaient des personnes très actives, toujours engagées dans différents projets et dotées d'une qualité étonnante. Ils organisaient les meilleures fêtes d'Halloween du quartier. Oui, lorsque cette période de l'année arrivait et que les maisons se remplissaient de citrouilles souriantes et de crânes factices, Ed et Lorraine s'occupèrent de décorer leur maison avec les accessoires les plus variés. C'est l'image de ses parents que Judy a le plus souvent répétée lors de nombreuses interviews qu'elle a accordées. Deux adultes débordant d'imagination et amoureux de tout le décorum surnaturel. En fait, Judy n'a jamais hésité à qualifier Eddie et Lorraine d'artistes. Peut-être en réglant ainsi d'autres questions un peu plus délicates. Cela dit, l'héritière des Warren a assuré qu'elle a toujours été très peureuse et qu'à un certain âge, elle a commencé à être élevée par sa grand-mère. Étant donné que ses parents ont commencé leur désormais célèbre voyage à travers le monde à la recherche d'histoires de fantômes. En 1979, à 33 ans, Judy a rencontré Tony Espera, un policier de Bloomfield, dans le Connecticut. Le coup de foudre entre eux a été immédiat et tôt ou tard, ils ont commencé une histoire d'amour intense. Lorsque Tony a rencontré ses beaux-parents, il a été fasciné et a quitté les forces de l'ordre pour approfondir ses connaissances dans le monde de la démonologie. À partir de là, il s'est formé dans les arts occultes. Selon Tony, Eddie Lorraine lui a apporté un grand soutien émotionnel et spirituel. L'homme avait perdu sa mère et son frère, et lorsque les autres lui ont assuré que la vie après la mort était une réalité. Il a trouvé une nouvelle philosophie de vie et a embrassé la foi avec un enthousiasme qu'il ne pensait pas avoir jusque-là.
Avec le temps, Tony a collaboré avec les Warren, les aidant dans leurs enquêtes, les accompagnant lors de tournées et apportant ses connaissances d'anciens policiers, pour donner à ses livres un caractère plus professionnel. Pour toutes ces raisons, il n'est pas surprenant qu'à la mort de Lorraine, Tony soit resté responsable du musée des Warren. Cependant, il n'a pu le gérer qu'une seule année, car en 2020, l'endroit a été fermé sur ordre de la municipalité. La raison ? Il ne possédait pas les autorisations requises pour opérer en tant qu'attraction publique. Il était situé dans une zone résidentielle, et les visites constantes des fans perturbèrent la tranquillité des voisins. Ils en avaient assez de voir traîner là des fans de Conjuring qui cherchaient à vivre une expérience liée à l'au-delà. Tony avait promis de le rouvrir ailleurs, mais cela n'est jamais arrivé jusqu'à présent. De temps en temps, l'homme publie des vidéos montrant les objets et rappelant à ceux qui veulent bien l'écouter que ce ne sont pas des jouets, mais quelque chose qu'il faut respecter. C'est aussi Tony qui a décidé de promener Annabelle dans plusieurs villes, ce qui lui a valu les critiques des plus fondamentalistes qui l'ont jugé. N'étant pas en train de rendre véritablement hommage aux Warren, Tony a ri des critiques et a souligné que tant Ed que Lorraine avaient sorti Annabelle du musée à de nombreuses reprises. Selon lui, le problème est que personne ne sait vraiment rien des Warren. On a tellement parlé d'eux au fil du temps qu'une image totalement déformée de ce qu'ils étaient et de la façon dont ils faisaient les choses s'est déjà créée. Ils sont devenus de véritables mythes. Conclusion. Affaire non résolue. Il est impossible de ne pas trouver certains fondements incontestables dans les propos d'hommes, comme le célèbre sceptique Joy Nickel, qui a démantelé une grande partie du dossier Warren et a fini par les qualifier de charlatans avec un crucifix. Paul Kurtz, philosophe et fondateur du Center for Inquiry, déjà mentionné. Il a conclu que leurs affaires pouvaient être résumées en 3 grands groupes. Ceux qui étaient en réalité de l'hystérie collective, ceux qui concernaient des maladies mentales non diagnostiquées et ceux qui, tout simplement, étaient la preuve d'une manipulation émotionnelle perverse. Cependant, il est également vrai que ce que ses défenseurs avancent. Grâce aux Warren, le spiritisme qui avait atteint son apogée dans les années 20 avait pu se réinventer à une époque où la raison cherchait à s'imposer. Il y a ceux qui disent que, même s'ils n'ont peut-être pas toujours été totalement honnêtes, les Warren ont servi de symbole protecteur pour toutes ces histoires qu'ils appréciaient depuis leur jeunesse. Quand Lorraine voyait des auras et qu'Ed faisait encore des cauchemars avec les monstres de son enfance. Peut-être que sans eux, des sujets comme la réincarnation ou la possibilité de contacter les morts n'auraient pas été débattus en prime time. Peut-être qu'ils ont été chargés de donner une voix à une possibilité qui, autrement, n'aurait jamais eu la chance d'être entendue. Le grand problème, c'est combien de vies innocentes ont été sacrifiées en chemin. Combien de familles qui avaient besoin d'aide ont fini par être exposées puis abandonnées. Combien de personnes n'ont pas pu accéder à une aide réelle. À cause de la monopolisation que les Warren faisaient de leurs affaires, combien de personnes ont fini par être traitées de fous une fois que les projecteurs étaient éteints et que les Warren s'éloignaient en comptant leur argent. Y avait-il chez eux une once de volonté d'aider sincèrement? Grâce à eux, quelqu'un s'est-il vraiment senti accompagné? De plus, si les Warren sont en réalité des escrocs, n'est-ce pas possible qu'ils le soient vraiment aussi? Ceux qui voulaient publier leurs livres, ceux qui leur accordaient des interviews ou ceux qui leur offraient de grandes salles pour leurs conférences. Ne sont-ils pas alors aussi des escrocs, ceux qui achetaient les droits d'auteur de ces histoires que les Warren ont mises en avant? Alors, s'il s'agissait vraiment de la grande fraude que tout le monde dénonce, en ont-ils été les responsables ou seulement des rouages fonctionnels? Qu'en pensez-vous à leur sujet? Je vous lis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, il semble y avoir un seul point intransigeant sur lequel tout le monde est d'accord. L'héritage des Warren, pour le meilleur ou pour le pire, semble impossible à exorciser. En attendant, profitez des autres émissions spéciales proposées ici. Je remercie chacun des membres du clan Mephisto, qui sont ceux qui apparaissent ici sur le côté. C'est grâce à eux que nous pouvons réaliser ces vidéos. Et sans rien d'autre à ajouter, je vous dis au revoir, je m'appelle Magnus Mephisto et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir et bonne nuit.